j'ai quelque chose d'important à vous dire. La vie est belle. Voilà. Maintenant, c'est dans la machine. Et pour ceux qui regarderont après, ils sauront que c'est ça la chose la plus importante et la plus essentielle de tout ce que je vais raconter. Le thème, c'est l'humanité comme rempart contre l'aridité. Alors, l'humanité. Donc un truc comme nous. Mais nous, ensemble. Il y a tous les petits gestes que les uns et les autres peuvent faire, mais il y a tout ce qu'on peut faire ensemble. Comme rempart, c'est-à-dire que de tous les côtés, on sent des agressions, des difficultés, des températures, des nouvelles maladies, des parasites au niveau agricole, je ne sais trop quelle bestiole qui vient ravager les carottes dans le jardin, les mouches qui viennent pondre dans les châtaignes ou dans le brou des noix. Enfin, on voit toutes ces nouvelles pathologies émergentes, on voit qu'il y a des tas de choses qui bougent et pourtant donc, est-ce que c'est lié? À quoi c'est lié? Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Est-ce que c'est... Maintenant, souvent on dit, ouais, c'est le réchauffement climatique. Hein. Ou est-ce que c'est aussi autre chose? Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est plus profond? Comment est-ce qu'on peut faire rempart? Hein? J'ose plus dire faire barrage, parce que maintenant c'est devenu une spécialité gouvernementale qui fait barrage. Voilà, comme les castors. Non, voilà, rempart, barrage. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre cette aridité? Et l'aridité, c'est quoi? L'aridité, est-ce que c'est simplement le fait qu'on ait de moins en moins d'eau en été? Hein? D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis invité au Pays Basque. J'étais déjà allé là-bas il y a un an. Et un an, c'était pour parler du manque d'eau. Hein? Et cette année, c'est pour parler de l'excès d'eau. Mais l'aridité, donc il y a effectivement tout ce qui est lié au réchauffement climatique, à toutes ces choses-là, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre aridité là-dedans? Je viens de taper sur le micro, pardon. Est-ce qu'il y a une aridité dans le cœur, quoi? Elle est où? C'est quoi ces aridités-là? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre notre propre façon d'être au monde, dire aride dans nos relations aux autres, notre relation à la nature? Il y a un lien entre ce que l'on vit, de températures de plus en plus hautes, d'inondations de plus en plus grandes, ou je ne sais trop quoi. L'aridité. Et pour illustrer tout ça, on va faire des petits voyages. J'aime bien les voyages. On va aller à Ouarzazate, au Maroc. Certains y sont déjà allés au Maroc ou Ouarzazate? Ah oui, quelques-uns. Donc je parle sous votre contrôle. Ouarzazate, c'est vraiment aux portes du désert, dans ce qui s'appelle l'Anti-Atlas. Donc c'est une vallée qui a derrière l'Atlas, cette grande chaîne montagneuse qui est au nord de l'Afrique du Nord. Et quand on va plus au sud, donc il y a une première vallée, l'Anti-Atlas, et après le désert du Sahara. Et Ouarzazate est dans cette vallée qui a entre l'Atlas et l'Anti-Atlas. Un endroit en altitude, il fait à 1000-1300 mètres d'altitude, un endroit où il ne tombe que 150 mm d'eau par an. C'est-à-dire pas grand-chose. Jusqu'à l'hiver dernier, il n'y avait pas eu de pluie significative pendant 3 années. Toutes les réserves d'eau, tous les barrages, tout ce que les gens ont construit pour garder un petit peu d'eau, tout était quasiment à sec.
ils ont été au bord de cette immense catastrophe de ne plus avoir d'eau du tout et d'être obligés de déménager. Quand il n'y a pas d'eau, eh bien on part. Pas d'eau pour les cultures, mais là c'est même plus d'eau pour boire. Pour dire l'ampleur que ça peut prendre dans ces régions-là. Pourtant, Ouarzazate s'est fortement développé sur le tourisme, enfin des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est bien pour nous occidentaux d'aller nous balader dans le désert. Mais quand on voit que dans d'autres secteurs, comme sur Marrakech, ils ont renoncé à orienter leurs réserves d'eau sur l'agriculture pour préférer faire du tourisme. Donc ils organisent une espèce de priorité, que ça leur rapporte plus de devises de faire du tourisme, et donc il faut arroser les jardins, il faut arroser les oasis pour que les gens puissent voir des belles palmeraies avec plein de fleurs, avec plein d'oiseaux. Et tout ça, c'est cosmétique. C'est juste en apparence parce que derrière, tout s'effondre. Il y a plus grand monde qui vit et les quelques agriculteurs qui subsistent encore en aval de ces grands barrages, eh bien, ils ont de moins en moins d'eau. C'est de plus en plus difficile pour eux. Et leurs enfants, eh bien, ils vont dans l'industrie du tourisme et de moins en moins dans l'agriculture. C'est encore là où il y a un peu de travail et un peu d'économie. Et tout cet écosystème, sans humains pour s'en occuper, est en train de s'effondrer d'une façon effroyable. Vous avez tous cette image de l'oasis dans le désert, généreuse, luxuriante, avec les palmiers. Sous les palmiers, il y a plein d'arbres fruitiers, des oliviers. Sous les arbres fruitiers et les oliviers, il y a plein de cultures, de tas de légumes, les rosiers, les plantes à fleurs, les jasmins. Lorsque les amandiers ou que les abricotiers sont en fleurs, des parfums tout à fait capiteux, extraordinaires. Des oasis avec des végétations multi-étagées, un peu irriguées. Et dès que les humains partent de ces lieux-là, en très peu de temps, tout meurt, tout disparaît. Et il ne reste qu'un petit oued avec quelques arbres qui subsistent et quelques vieux palmiers à moitié ensevelis par le sable qui montrent qu'à tel endroit ou à tel autre endroit, il y avait une oasis féconde, fertile. Ces oasis qui ont servi de modèle, vous voyez, dans les jardins suspendus de Babylone dont on parle dans la Bible. C'est le modèle de l'oasis, des endroits d'une luxuriance extraordinaire. Et dès que les humains ne sont plus là, tout s'effondre. Et même l'eau disparaît. Alors on dit que ça se réchauffe, il pleut moins, c'est normal, l'eau disparaît. Mais à regarder de plus près, la pluviométrie de ce secteur-là n'a pas changé. Il pleut toujours autant, et pourtant, les nappes phréatiques sont en train de s'effondrer. Pourtant, ces oasis sont en train de s'effondrer. Il n'y a plus d'eau, alors qu'il pleut toujours autant. Et des personnes ont essayé de comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui fait qu'une oasis arrive à vivre et à se développer avec très peu d'eau? Et une chercheuse extraordinaire qui s'appelle Geneviève Michon, qui travaillait, elle est juste à la retraite maintenant, mais ethnobotaniste, elle travaillait au CNRS et elle allait interviewer dans ces oasis les communautés, et notamment les communautés de femmes, sur leur relation à la terre,
au jardin, à l'eau. Et ces communautés de femmes lui ont appris des choses extraordinaires. Ah ben oui, si on ne plante plus d'arbres dans une oasis, si on ne plante plus d'arbres sous les palmiers, l'eau disparaît. Nous, on croit que quand on plante des arbres, il faut les arroser. Elles ont la sensation complètement inverse. Que plus on plante d'arbres, moins il faut arroser. Et qu'avec la même quantité d'eau, plus on a d'arbres, moins on a besoin d'arroser et plus on peut cultiver de choses. Ah bon? Et pourtant, quand on plante de grandes palmeraies, de palmiers dattiers avec l'eau des oasis, eh bien, ça consomme de l'eau et puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Ah non, 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 mais c'est pas du tout de ces palmeraies dont ces femmes parlent. C'est de véritables jardins dominés par ces grands palmiers qui ne sont pas très serrés. Ils sont un peu épars, mais ils font de l'ombre, en dessous desquels poussent quelques grands arbres, quelquefois des oliviers, souvent des amandiers, beaucoup de frênes, le frêne dimorphe. Oh, mais le frêne, ça ne se mange pas. Ah si, 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 il faut beaucoup de frênes. D'ailleurs, dès qu'un enfant naît, on plante des milliers de frênes. Non, on sème des milliers de frênes. Et ensuite, ces frênes, on les laisse pousser, on les marie même, quelquefois ils les accrochent 2 à 2 pour qu'avec 4, 5, 10, 50 petites pousses de frênes, en les accrochant côte à côte, ça fait un grand arbre. Et en 15 ans, on peut avoir un arbre dont on a l'impression qu'il a 50 ans, alors qu'il est fait que de l'amoncellement de plein de petites pousses qui viennent les unes contre les autres. Et ces frênes, si on les sème, si on les fait pousser, si on les fait devenir rapidement comme des arbres, c'est pour pouvoir les couper à bonne hauteur. On en fait du fourrage pour les animaux, on en fait du bois pour se chauffer. Et que ces frênes vont créer un humus, une terre de plus en plus noire. Et autour de ces frênes, on y met les agrumes, des plantes à feuillage persistant, qui sont indispensables au fonctionnement oasien. Aujourd'hui, on a découvert que ces agrumes sont capables de récupérer l'eau que transpirent les arbres qui sont au-dessus d'eux. Avez-vous conscience que certaines plantes peuvent capter de l'eau qui est juste dans l'atmosphère? Pas l'eau qui tombe par la pluie. Quand je respire, l'hiver, on le voit bien, ça fait de la fumée. Tout être qui respire, tout être qui transpire émet de la vapeur d'eau. Et certaines plantes sont capables de capter cette vapeur d'eau-là sans même que ça fasse de la condensation ou des gouttelettes d'eau. D'autres chercheurs ont même réussi à démontrer que dans une même journée, les palmiers et les oliviers pouvaient transpirer de l'eau. Un arbre qui transpire, ça sort de l'eau, ça fait de la fraîcheur, hein, donc ça sort de l'air froid, et puis chargé en humidité, donc lourd, qui redescend dans le sous-bois, dans le reste du jardin, dans le reste de l'oasis, des plantes qui vont capter ça, et le bois mort qui est dans le sol va répartir l'eau que toutes ces plantes absorbent et sécrètent par leurs racines. Le bois mort de tous ces frênes qui ont été coupés va répartir l'eau dans toutes les autres plantes et être retranspirée. Et que dans la même journée, de l'eau peut avoir circulé 6 à 7 fois entre les plantes du haut et les plantes du bas. Ça veut dire que, par l'irrigation, ces femmes apportent 1 litre d'eau sur 1 mètre carré. Ben, ce litre d'eau va s'évaporer, va se recondenser, se réévaporer, se recondenser 6-7 fois. C'est comme si on arrosait avec 7 litres d'eau alors qu'on n'en apporte qu'un seul.
L'eau se cultive. C'est là le grand enseignement des oasis. Mais dès qu'il n'y a plus d'humains pour s'occuper de la grande complexité de la répartition de l'eau, parce qu'au début, il faut bien qu'il y ait un petit peu d'eau d'irrigation, et ensuite de la culture de toutes ces strates de plantes qui simultanément vont transpirer et condenser, eh bien, s'il n'y a personne pour faire ce travail-là, l'oasis s'effondre. En France, il n'y a que 16% sur la moyenne nationale, 16% de l'eau qui est évaporée, qui est recondensée par de la végétation. Dans ces oasis, c'est 600 à 700%. De 16 à 600, 700%. Ça montre la marge de ce que l'on pourrait faire pour ne plus avoir besoin d'arroser nos jardins, ou plus beaucoup, qu'avec peu d'eau, en fait, on pourrait en avoir beaucoup. Mais que cette eau, on continue de la gaspiller, on continue de l'utiliser sans discernement. Et puis surtout, on continue de vouloir cultiver chaque plante indépendamment les unes des autres. Mais sur nos 16% d'eau qui peuvent se recycler comme ça, dans une châtaigneraie, quelle va être la plante du sous-bois capable, comme les orangers, de capter cette eau pour la redonner aux châtaigniers juste derrière? Eh bien, chez nous, c'est le hou. C'est le hou. Ah oui, mais alors quand on a des houes, on ne peut pas récolter des châtaignes. Hein, ça pique, c'est compliqué. Tous nos châtaigniers meurent. Alors ils meurent, on dit qu'il y a de la maladie, mais s'il y a de la maladie, c'est parce qu'ils ne sont plus à leur place. Et s'ils ne sont plus à leur place, c'est juste qu'ils n'ont plus assez d'eau. Tous nos châtaigniers meurent. Comme ils n'ont plus assez d'eau, on leur coupe les houes qui peuvent pousser à leur base pour pas qu'il y ait de concurrence. Mais en coupant les houes, on leur ôte leur partenaire qui aurait pu leur donner à boire. En Dordogne, hein, donc, il y a des endroits où dans les châtaigneraies, on voit apparaître de nouvelles plantes, spontanément. Le laurier thym, le laurier sauce, plus près de Bordeaux. On voit apparaître aussi l'abominable laurière qu'on a dans le pourtour de nos jardins, que les gens n'aiment pas tellement, mais qui là arrive à pousser en sous-bois. Et toutes ces plantes-là captent l'eau également. C'est plus compliqué à mécaniser, donc ça ne nous plaît pas d'avoir au milieu de nos châtaigniers des plantes envahissantes qui vont nous faire perdre quelques châtaignes. C'est des questions de choix. Et surtout, qu'à partir du moment où on perçoit que les communautés de plantes sont importantes pour vivre ensemble, est-ce que ce ne serait pas aux humains de s'adapter à la nature plutôt qu'à la nature de subir les contraintes que les humains veulent lui imposer? Cette aridité-là de nos cœurs, cette aridité-là de notre relation à la nature, de vouloir la dominer, alors qu'on pourrait coopérer avec elle. Et coopérer avec elle, est-ce que ça ne veut pas dire lui laisser plus de place pour qu'elle s'exprime par elle-même? Comme lorsqu'on vit avec ses frères et avec ses sœurs, vivre en frère, vivre en sœur. Est-ce que c'est dominer son frère ou dominer sa sœur pour qu'elle fasse ce que je veux moi? Ou est-ce que c'est lui laisser l'inciter, lui laisser la place, suffisamment de place,
pour qu'elle devienne ce qu'elle est réellement, ce qui est le charisme, qui est le sens, qui va donner du sens à sa vie. Quel sens a la vie d'un pied de houx sous un châtaignier? On peut le regarder en dollars ou en euros, mais on peut aussi le regarder en fécondité. Qu'est-ce que ce houx apporte au châtaignier? Qu'est-ce que le châtaignier apporte au houx? Et que dans la rencontre de l'un et de l'autre, apparaît quelque chose de plus, qui n'est pas là quand le houx est tout seul, qui n'est pas là quand le châtaignier est tout seul, mais lorsqu'ils sont ensemble, ils créent de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est plus de vie. Et lorsqu'un châtaignier meurt, il crée une clairière dans la forêt. Sur le bord de cette clairière, les houx vont proliférer. Dans le milieu de la clairière, c'est la ronce et le prunelier qui vont arriver. Et quelquefois aussi le genêt. Le genêt, c'est une plante de la famille des légumineuses, elle fixe de l'azote. On dirait que ça ferait comme un engrais. Mais dans cet écosystème-là, qui a besoin d'azote? Qui a besoin de protéines? Ce sont les animaux qui y vivent. Et si à un moment donné, lorsque les arbres s'effondrent, ce sont les genêts qui arrivent, ça veut dire que la terre appelle de tout son souhait des animaux, des vers de terre, des petites bestioles dans le sol pour reconstituer une nouvelle terre et que là-dessus, un nouveau cycle puisse recommencer. Et dès que les genêts arrivent, on les coupe, on les met en tas, on considère que c'est de la broussaille, on ne veut plus les voir parce qu'ils ne rapportent rien. Alors qu'en fait, ils sont là pour préparer le sol qui demain accueillera les premiers arbres fruitiers que les ronces désignent. Alors les ronces, ça pique, les ronces, on n'aime pas ça, les ronces, c'est envahissant, les ronces, c'est embêtant. Et pourtant, sous les ronces, c'est bien là que naissent les arbres. C'est bien là que vont naître les futurs châtaigniers, mais peut-être d'abord les futurs arbres fruitiers. Le prunelier en premier, ou un prunier. On était tout à l'heure chez Hugo, qui greffe les arbres tant qu'il peut, où il peut, de plein de façons différentes. Pourquoi un prunelier ne deviendrait pas un mirabellier? Pour peu qu'une personne expérimentée, attentive à ce que la nature nous dit, prenne justement ce prunelier-là qui pousse au milieu des châtaigniers, qu'il le greffe et qu'il donne plus de fruits. Et que la mort d'un vieux châtaignier aura permis l'émergence d'un nouvel écosystème bien plus diversifié, bien plus généreux, dans lesquels déjà des prunes, des pommes, des poires vont arriver. Et lorsque ce sera le temps de la forêt et que le châtaignier émergera de tout ça, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, quand notre jeune Hugo aura les cheveux blancs comme moi, eh bien à ce moment-là, son verger deviendra un champ de châtaigniers. Et comme la vieillesse, les douleurs dans les articulations et toutes ces choses-là ne seront plus trop propices pour faire de l'élevage ou de la culture très intensive, il sera très content de pouvoir encore récolter ses châtaignes dans son verger nourricier. Et vous voyez, un arbre qui meurt va permettre l'émergence de quelque chose de nouveau. Parce que des animaux, parce que des micro-organismes vont le décomposer et que tout va se recomposer. Mais imaginez que par souci de pauvreté, par souci d'esthétique,
par souci simplement de propreté, voilà le mot que je cherchais, que par souci de propreté, je déracine cet arbre tombé, que je le brûle ou que je l'utilise pour d'autres fins et que je rassemble dans un coin toutes les souches entassées. La terre qui aura vu naître ce châtaignier sera soudainement affaiblie, amoindrie de toute cette matière qui ne demandait qu'à se régénérer en un nouvel écosystème. Et ça, je passe à côté chaque fois que je veux trop nettoyer. C'est dur de considérer ça. Notre vie n'aime pas ce qui meurt. Notre vie n'aime pas ce qui est pas en pleine santé et on essaie de rester jeune sur le long temps de sa vie ou l'arrière-temps de sa vie. Et même nos aînés, on ne veut même plus les voir et on les entasse dans des EHPAD ou dans des mouroirs. On fait pareil avec nos arbres. Vous voyez cette aridité-là que l'on a entre nous et quelquefois même entre nos générations et dans nos propres lignages, que cette aridité-là, on l'expérimente déjà dans notre relation avec la nature et que si on faisait beaucoup plus grand cas de ce que nature nous dit, peut-être que là aussi on apprendrait à mieux vivre ensemble avec l'être malade, avec l'être qui va mal, avec celui qui meurt, avec celui dont la sépulture est honorée de bien plus de fleurs, de bien plus de fruits et de bien plus de choses que ce que l'on peut imaginer, et qu'un beau jour, dans cet écosystème-là, soudainement régénéré, grâce aux châtaigniers qui auront émergé et aux houx qui auront vécu autour de lui, notre paysage se retrouvera enrichi de ce bien si précieux qu'est l'eau, l'or de notre vie. Et ça, les peuples des déserts l'ont parfaitement compris, que lorsqu'un arbre meurt, certes, on va récupérer une partie de son bois, une partie de ses branches, parce qu'il faut bien faire chauffer ses légumes et sa nourriture, mais que l'essentiel de ce que l'arbre a produit retourne à la terre et porte l'avenir des générations qui suivent. Et dans nos élans coloniaux du siècle précédent, on a trop mal compris ce que ces vieilles femmes expliquaient à leurs enfants, de respecter le bois mort comme on respecte les vieilles branches, comme on respecte les vieilles personnes. Et que si un bois meurt dans son jardin, on peut l'accompagner pour que de lui émerge plus de fleurs, pour que de lui émerge plus de fruits. Vivre avec la terre, vivre avec la nature, n'est peut-être qu'une métaphore de la façon de vivre ensemble, et que de tout ça pourra émerger, peut-être, si on accepte tout cela, peut-être quelque chose qui ressemblerait chez nous à ces oasis sahariennes.